So, dann hoffe ich, dass Sie mich alle hören Donc, können. j'espère que vous pourrez m'entendre. Bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue lors de notre 9e forum de Gensagen pour le dialogue franco-allemand. Je m'appelle Martin Kopman, je suis le directeur de la Fondation Gensagen ici près de Berlin. Donc, c'est quand même, disons, un événement assez intéressant et de vous souhaiter la bienvenue lors de notre forum parce que dans le passé, ce forum a eu lieu ici, enfin, au sein de la Fondation. Il y avait en fait des invités franco-allemands. On s'est vu. En fait, nous avons vraiment vécu beaucoup de choses très intéressantes lors de notre forum. Mais en fait, c'est la première fois que notre forum se déroule en ligne. En fait, c'est vraiment très dommage que vous ne soyez pas ici car il fait très beau, il y a du soleil et notre château ici attend des invités, enfin, des gens pour vraiment faire vivre l'âme de ce château. Mais voilà, c'est ça notre destin en ce moment avec la pandémie. On ne peut pas changer la situation, mais en fait, quand même, on est assez content d'avoir la possibilité de de nous voir en ligne. Donc, je souhaite la bienvenue lors de notre forum de Gensagen virtuel. Bon, c'est pas en fait un événement en présentiel, mais en ligne, mais quand même, depuis à peu près 10 ans, donc depuis le 2010, nous avons mené, ou nous sommes en train de mener ce dialogue en coopération avec l'Institut Montaigne à Paris et nous parlons, nous abordons des sujets de l'avenir de l'Union européenne et dans le passé, en fait, nous avons vraiment nous avons toujours parlé de l'Europe en crise. Donc, en fait, les sujets que nous avons déjà abordés et que nous allons aborder, nous avons toujours abordé les crises. Donc, lors de la crise financière, nous avons parlé de cette crise, ou bien après des élections, où nous avons parlé de la politique en matière de la sécurité, avec l'occupation de la Crimée par la Russie. Donc, en fait, je crois que les crises nous donnent représente des incentives, incitations pour nous. Et en fait, le forum a vécu des changements lors de cette période ou pendant cette période. Mais en fait, on est toujours allé dans la même direction avec le forum de Gensagen. Donc, nous avons toujours basé notre travail sur un processus de travail. Nous souhaitons toujours créer et trouver des solutions, façonner des solutions à haut niveau. Nous menons des dialogues à haut niveau avec des gens très intéressants et nous abordons toujours des questions actuelles en matière de l'Union européenne. Donc, le dialogue franco-allemand représente quand même un dialogue de haute importance pour l'Europe. Et il est très clair il y a 4 ans, en 2017, il y avait un président qui a été élu. Nous sommes déçus, en fait. Nous avons pensé, bon, c'est un président qui est très proche de l'Allemagne et qui adore l'Union européenne et qui partage le discours, la narration européenne de l'Allemagne, mais quand même, on est déçus. Bon, en fait, l'Allemagne n'a rien dit dans le passé. En fait, un dialogue s'est démarré de manière assez lente. Donc, il y avait des initiatives, bien sûr, mais quand même, c'était assez compliqué. Mais, comme je t'ai déjà dit, c'était un grand travail à effectuer et en fait, on n'a pas profité des opportunités. Et je crois que nous sommes d'accord que cette phase pendant laquelle l'Europe et l'Union européenne s'est occupée surtout sur des sujets comme le Brexit, qui a ralenti, qui a freiné les sujets européens, ou bien l'état de droit, qui représente toujours un sujet très important au sein de l'Union européenne. Donc, nous avons vraiment abordé, nous avons mené des discussions sur des sujets très compliqués. Cela a également marqué, influencé, impacté le dialogue franco-allemand. Donc maintenant, nous nous retrouvons dans une phase qui est marquée, impactée par la pandémie et par des processus de transformation également, ou bien des processus transformateurs.
Donc, nous souhaitons faire une petite contribution avec notre forum de Gensagen. Et tout d'abord, on souhaite, de la part de la Fondation Gensagen, nous souhaite remercier l'Institut Montaigne et merci beaucoup pour la bonne coopération, pour votre soutien et également le fédéral ou bien l'Office, le ministère des Affaires étrangères allemand et également nos partenaires Steiner Kreis et également les autres partenaires comme Agora et Total Energies. Donc, je souhaite remercier Marie Auger et les autres représentants et également messieurs Alexandre Robin et Borgomano. Merci beaucoup pour votre soutien et je souhaite également remercier tout le monde. Donc, merci beaucoup. Donc, ce sont vraiment des chefs de programmes qui sont vraiment très bien occupés, qui font beaucoup, qui effectuent un bon travail et j'espère que nous allons mener des bonnes discussions. Et maintenant, j'aimerais bien te donner la parole, Alexandre. Donc, merci beaucoup, Martine. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, et au nom de l'Institut Montaigne, je souhaite vous remercier de participer à notre forum de Gensagen. Donc, je m'appelle Alexandre Robinet Borgomano. Donc, je suis le responsable du programme Allemagne de l'Institut Montaigne à Paris. Comme vous le savez déjà, en fait, le forum de Gensagen est le résultat d'une bonne coopération entre l'Institut Montaigne et le forum de Gensagen. Donc, nous avons lancé, ou aujourd'hui, nous lançons une plateforme avec le forum de Gensagen. Nous avons lancé une plateforme de discussion portant aux relations franco-allemandes. Donc, la nouvelle Francesca Brandner, la nouvelle secrétaire d'État pour les relations franco-allemandes, a dit que les relations franco-allemandes représentent ou sont au cœur de la politique franco-allemande et très important pour l'Union européenne et pour l'Europe. Donc, le pacte vert, le Green Deal, c'est la stratégie commune de l'Union européenne pour renforcer la compétition, la compétitivité de l'Union européenne et pour rassurer, pour sécuriser le monde ou bien la vie pour les générations à venir. Et en fait, on nous souhaite bonne discussion. Merci beaucoup. Marie, je vous passe la parole. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Donc, merci, Martin. Donc, je vais commencer en allemand et je vais continuer en français. Donc, je commence avec la première partie, parce que quand même, c'est une fondation franco-allemande et ça, c'est un forum franco-allemand. Donc, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de participer à ce forum. Et je souhaite commencer avec des informations concrètes, techniques, en ce qui concerne le déroulement de notre forum et en ce qui concerne le format de notre forum. Donc, le forum de Gensagen, comme Alexandre et Martin l'ont dit, en fait, cela représente une plateforme d'échange et dans un petit groupe entre des parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous voir euh, en ligne parce que c'est vraiment de haute importance que ce forum garde le caractère personnel ou un caractère personnel pour bien qu'il y ait la numérisation et bien que ça soit un forum en ligne. Il faut, en fait, nous souhaitons le façonner, de le rendre un peu plus personnel. Si vous ne souhaitez pas être visible, vous pourriez désactiver votre caméra. En fait, comme vous le savez déjà, les discussions seront enregistrées et dans quelques jours, vous aurez la possibilité de profiter de cette vidéo, de ce enregistrement sur YouTube. Mais et si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit, désactivez votre caméra, s'il vous plaît. Donc, il faut désactiver bien sûr le micro quand vous prenez pas la parole. Et donc, après chaque panel, il y aura la possibilité de poser des questions ou de faire un commentaire. Donc, soit vous levez la main ou vous écrivez dans le chat. Donc, j'aimerais bien vous dire que
qu'il est également un tweet live, donc Twitter est également utilisé. Donc, vous pourriez bien sûr participer à la discussion sur Twitter si vous le souhaitez. Et donc, soit vous suivez le forum ici en ligne ou par Twitter. Il y a les deux possibilités. Effectivement, sur le thème que nous avions choisi, que nous suivons depuis maintenant juin dernier. Le forum, ainsi que l'a précisé Martine et l'a précisé également Alexandre, se consacre à de grands enjeux européens. Chaque année, le choix est difficile parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'importance pour notre avenir et notamment d'importance pour le dialogue franco-allemand sur l'Europe. Nous avions choisi ce thème du Green Deal, les enjeux de la protection climatique, en 2020, lors du lancement de ce projet. Et nous avons suivi ce projet jusqu'à aujourd'hui, autour des aléas que nous avons tous connus et que nous connaissons encore, dus à la crise du corona, qui, dans un premier temps, a lancé de nombreuses questions sur la question climatique en général, nous faisant probablement prendre conscience de la fragilité de l'existence, des conséquences que cela a lorsqu'on arrête complètement ou au moins une grande partie de l'économie, notamment de la production carbonée ou de la mobilité. Il a été écrit que le CO2, le taux de CO2 a considérablement baissé, il est en train de repartir. Est-ce que c'était une parenthèse? Est-ce que cette crise a permis quand même d'entrevoir ce que pourrait être un monde plus décarboné et peut-être, notamment dans les premiers temps, nous a forcé à nous poser des questions sur le fait qu'entraîné dans le quotidien, on pense que cela va toujours durer comme cela, indéfiniment, que la vie quotidienne, que l'on ne peut pas vraiment changer, que cela continuera toujours comme cela parce que cela sera très difficile autrement. Et finalement, nous avons dû tous changer, transformer, et nous continuons à connaître aussi de nombreux processus de transformation. Et c'est cette prise de conscience que nous avons aussi étudiée en parallèle, suivi en parallèle avec la question climatique et le projet de Green Deal lancé par l'UE et qui reste un projet phare de l'UE. Nous l'avons suivi ces débats dans notre publication notamment, qui de décembre 2020 à avril 2021, qu'il s'appelait le Green Deal d'abord à l'épreuve de la crise, puis perspective pour une transformation de l'Europe, une transformation durable et juste. Et nous achevons ce processus aujourd'hui en nous concentrant sur la question climatique et peut-être que nous intégrerons aussi sûrement des éléments liés à la crise Covid, comme l'importance des investissements verts, la possibilité de transformer et les opportunités, les idées qui sont apparues autour de la crise durant ces derniers mois, mais aussi les risques qui font que peut-être le changement ne sera pas si évident du jour au lendemain. Donc, nous pensons qu'il s'agit d'un moment important pour penser l'avenir de l'UE et penser à un avenir durable, et que les acteurs de la politique climatique, qui n'est pas que la politique climatique, qui concerne aussi les pans de la politique économique, la politique sociale, la question de la politique régionale, il s'agit d'un thème très large, qu'il était important de réunir ces acteurs en France, en Allemagne, et de les convier lors de ces réflexions finales à un brainstorming général sur le Green Deal et les prochaines priorités. Nous nous sommes concentrés demain lors d'ateliers en plus petit cercle sur les enjeux de politique industrielle et l'enjeu de l'UE comme acteur global pour transformer le monde vers un modèle plus décarboné, être une force verte dans ce monde. Et aujourd'hui, nous allons avoir des interventions introductives et en général ouvrant, donnant une large perspective sur le thème et espérons-le, qui donnera des orientations et des impulsions pour penser
ce qui sera proposé et construit notamment demain. Mais nous invitons aussi aujourd'hui à co-construire par vos questions et par votre écoute. Nous vous remercions. Nous allons commencer d'abord, s'il est là, avec une intervention de Monsieur Pascal Canfin, qui nous suit depuis de nombreux mois. Nous le remercions. La présentation, la keynote va être ensuite modérée par notre directeur, Monsieur Kopman. Martine, je te laisse la parole pour présenter Monsieur Canfin et bonne écoute à toutes et à tous. Ja, vielen Dank, Marie, und Donc, Alexandre. merci beaucoup, Marie et Alexandre, pour l'introduction dans ce sujet qui nous a déjà accompagnés il y a plus d'1 an et demi. Donc, en fait, c'est un sujet qui date de l'ère avant la pandémie. Et donc, il y a Monsieur Pascal Canfin, vous êtes là, je vous ai vu sur la liste. Et je suis vraiment très content que vous soyez ici, Pascal, que vous soyez avec nous, que vous faites le keynote aujourd'hui. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'heure de notre forum de Copenhague. Donc, merci beaucoup de vous avoir mis d'accord de faire le keynote parce que vous faites partie de ce sujet il y a des mois. En fait, vous avez également fait une contribution, enfin, vous avez également écrit une publication, vous avez abordé, vous avez donné des perspectives différentes, des idées différentes sur ce sujet. Donc, c'est vraiment la transdisciplinarité ou bien l'aspect transdisciplinaire qui joue un rôle important pour vous. Donc, les sujets qui ne représentent pas peut-être pas des sujets clés du Green Deal, mais quand même qui sont importants pour la société. Donc, quelques mots en ce qui concerne Monsieur Canfin. Vous êtes eurodéputé et vous faites partie de Renew Europe et vous avez, en fait, vous étiez député il y a deux fois et à partir de 2019, lors des élections européennes, vous avez été réélu et maintenant vous êtes le président, ou bien vous êtes président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au sein du Parlement européen à Bruxelles. Donc, vous êtes un expert en matière du Green Deal. Donc, vous avez également fait d'autres positions, vous étiez sur d'autres positions. Donc, entre 2016 et 2019, vous avez travaillé en France et vous avez également travaillé pour le World Resources Institute et vous avez également travaillé en France. Donc, vous avez vraiment eu une bonne carrière. Vous avez beaucoup d'expérience en matière de l'Union européenne. Donc, nous avons déjà, vous avez écouté Marie et avec ce forum que nous avons organisé avec l'Institut Montaigne représente une bonne plateforme pour mener des discussions, pour entrer en dialogue avec les participants. Donc, c'est assez, en fait, vous avez maintenant la tâche de nous donner un aperçu concernant le Green Deal et c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici et vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, je m'exprime en français. C'est ce qui est attendu de moi, on est d'accord. Très bien. Écoutez, merci pour votre invitation. On est évidemment dans un contexte particulier où on est quelques jours après la signature du contrat de coalition allemand et on est quelques semaines avant le début de la présidence française de l'Union européenne et à quelques mois de l'élection présidentielle française. Donc, on est à un moment politique un peu charnière et je pense que c'est bien de se poser pour analyser les opportunités qui sont devant nous et opportunités qui, en politique, ne doivent jamais être manquées parce qu'on ne sait pas à quel moment dans l'histoire elles pourront se reproduire. Moi, j'ai bien noté, et je ne vais parler que des sujets liés au Green Deal et à la transition écologique, puisque c'est l'objet de cet échange, j'ai noté beaucoup de convergences entre la France et l'Allemagne, entre le nouveau contrat de coalition et les positions qui sont défendues par la France. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer mon propos, mais il y en a évidemment d'autres. Les questions de commerce international et les questions liées à la réforme du pacte de stabilité. Sur le commerce international, c'est un des éléments du Green Deal.
Ce n'est pas forcément celui qu'on met le plus en avant tout de suite, puisque je parlerai après du paquet climat, etc. Mais je pense qu'il est politiquement très important. Parce que le Green Deal européen, c'est fondamental, mais l'Europe, c'est 10% des émissions, même 9% des émissions de CO2. Et donc, le Green Deal, il a une double échelle. Il a une échelle domestique, continentale, c'est déjà très, très, très important, 500 millions de personnes, 10% des émissions, mais il a une deuxième échelle, c'est sa capacité d'entraînement des changements ailleurs. Et ça passe précisément par notamment la question des règles du jeu commercial et des échanges internationaux. Jusqu'à présent, la France et l'Allemagne n'étaient pas nécessairement alignées sur ces sujets, pour d'ailleurs des raisons parfaitement compréhensibles. La France est plutôt un pays qui, en raison de son déficit commercial, voit la mondialisation comme une menace, quand, à l'inverse, l'Allemagne, en raison de son excédent commercial, voit d'abord la mondialisation comme une opportunité. Et tout le travail qui a été mené depuis 2 ans, c'était justement de construire une nouvelle doctrine. De qu'est-ce que ça veut dire des règles du jeu d'un accord commercial, des règles du jeu du commerce mondial, alignées, compatibles avec les enjeux climatiques et l'accord de Paris. Et avec des points de départ très différents, je pense qu'on est en train maintenant de converger vers une nouvelle doctrine européenne qui se traduit par le fait qu'on ne signe plus d'accord avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris, très bien, mais qui demande des exigences très concrètes, très granulaires dans les nouveaux accords commerciaux. Et par exemple, le sujet du Mercosur fait maintenant l'objet clairement d'un alignement entre la France et l'Allemagne, puisque les 2 pays sont d'accord pour ne pas ratifier cet accord en l'état. Et on met en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour assurer une concurrence équitable au moment où nous mettons un prix du carbone très élevé, 70-80 € la tonne de CO2. Alors, on ne peut pas laisser nos entreprises avec en face une compétition avec 0 € la tonne de CO2 payée par une entreprise qui est localisée en Turquie ou en Ukraine, par exemple. C'était un sujet qui était assez longtemps tabou en Allemagne. C'est un sujet qui est maintenant soutenu par l'accord de coalition, avec un point dont on a parfaitement conscience qu'il faut le traiter pour satisfaire une exigence allemande qui est parfaitement légitime, c'est la question du traitement des exportations. Et c'est logique que les entreprises qui sont soumises à ce prix de 80 € ou 70 € la tonne de CO2, soit on assure un level playing field pour les importations, mais aussi pour les exportations, et on est en train d'y travailler. Je pourrais y revenir s'il y a des questions précises. Voilà 3 exemples à l'intérieur d'un grand chapeau politique qui est on intègre le Green Deal dans les règles du jeu commercial. Et ça a un impact bien au-delà de nos frontières. Il y a 2 ans, la France et l'Allemagne n'étaient pas alignées sur cette vision. Aujourd'hui, elles le sont. Et ça ouvre évidemment des perspectives très importantes pour l'avenir. Là aussi, dans le détail de chacun de ces textes, je pourrais répondre aux questions sinon. Le deuxième élément, c'est la réforme du pacte de stabilité. Là aussi, souvent objet de regards différents depuis Berlin et depuis Paris. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les choses convergent bien sur un premier pilier qui consiste à dire on ne reviendra pas aux règles existantes telles qu'on les a connues avant la crise et qu'il y a un soutien au projet, à l'esprit même du projet de la Commission européenne, sans pour l'instant être sur la lettre exacte, mais à l'esprit, à savoir nous allons certes revenir à une fois que la crise Covid est derrière nous et une fois n'est pas encore acquis bien évidemment, mais lorsque ce sera le cas, nous reviendrons à une logique plus classique, mais à des règles différentes. Et donc, on est maintenant dans une phase de négociation de ces nouvelles règles. Et là, l'Allemagne est face à une forme, en tout cas, c'est ma lecture des choses, et je suis ravi d'échanges sur ces sujets. Ma lecture des choses, c'est que le contrat de coalition allemand est face à une forme de contradiction qu'il faut dépasser, à savoir le retour au frein à la dette dès 2023 et une nécessité d'investir massivement dans la transition écologique et la transition numérique, et si je ne regarde que la transition écologique, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en matière de renouvelables, par exemple. Et donc, il y a un chemin national pour régler cette question qui est, par exemple, celui de la KfW.
ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais il y a aussi un chemin européen. Et ce chemin européen passe lui-même par deux options qui peuvent être soit cumulatives, soit alternatives. Première option, intégrer des flexibilités sur les investissements liés à la transition écologique et à la transition numérique dans les règles du jeu du pacte de stabilité. Deuxième option, créer une capacité d'investissement permanente de l'Union européenne dans quelques grandes priorités sur lesquelles nous sommes d'accord au niveau européen, et la transition écologique comme la transition numérique, évidemment, sont deux très bons candidats à cela. On peut faire les deux, on peut faire l'un ou l'autre. Je pense que la logique, c'est de faire les deux, mais de manière séquencée, avec un premier pilier qui est la réforme du pacte de stabilité très rapidement, dès l'année prochaine, puisque c'est le calendrier européen qui est sur la table. Et puis, quelques années plus tard, la capacité permanente d'investissement de l'Union qui prendra le relais du fonds de relance qui, par construction, puisque c'est un fonds de relance, est borné dans le temps et correspond à une situation conjoncturelle. Ces sujets-là étaient historiquement l'objet de désaccords entre la France et l'Allemagne. J'ai le sentiment qu'ils sont en train de devenir des objets d'accord entre la France et l'Allemagne. On peut ensuite discuter des nuances, des modalités, du calendrier, etc. Mais fondamentalement, on est en train d'entrer dans une ère où on est politiquement d'accord sur ce qu'on doit aller chercher. Et ça, c'est un peu comme le plan de relance, l'accord franco-allemand sur le plan de relance. C'est un game changer, comme on dit en bon allemand et en bon français. C'est-à-dire que ça change la donne. Ça change la donne. Évidemment, ça n'est pas parce qu'il y a un accord franco-allemand que ça suffit à embarquer tout le monde en Europe, évidemment, mais c'est une condition politique nécessaire, chacun le sait. Et j'ai le sentiment que Mario Draghi en Italie, Pedro Sanchez en Espagne, même Mark Rutte sur certains aspects aux Pays-Bas, sont de plus en plus alignés là-dessus. Et donc, on a une séquence politique grâce à un input franco-allemand, à une coordination franco-allemande qui s'ouvre devant nous, qui peut être extrêmement fructueuse sur deux éléments clés du Green Deal. Et puis ensuite, je conclurai par le fait de dire que le Green Deal, je le rappelle, c'est plus de 50 lois, et dans ces 50 lois, il y en a 14 qui sont actuellement en négociation au sein du Parlement européen et au sein du Conseil, dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet Fit for 55, et que moi j'appelle personnellement Fit pour 2030, parce que l'objectif, c'est d'être aligné avec la neutralité climat, et peut-être qu'il faudra même aller au-delà des moins 55%. Et là, on est précisément à ce moment de bascule, quelques sujets clés en franco-allemand. On a le CBAM, j'en ai parlé, je pense que les choses sont en train de s'aligner positivement. On a la transformation des règles du jeu sur les voitures, et là on a aussi une Allemagne qui historiquement était plutôt peu allante à imposer des règles du jeu environnementales strictes sur l'industrie automobile qui a un poids considérable en Allemagne. J'ai le sentiment, en lisant le contrat de coalition, qu'il y a maintenant un soutien politique clair à l'engagement et à la proposition de la Commission européenne de passer à 100% véhicules zéro émission en 2035, ce qui est, du point de vue allemand, là aussi, un changement considérable. Donc, beaucoup d'alignements. Il y a évidemment des sujets sur lesquels il peut y avoir moins d'accords. On peut parler de la taxonomie, si vous le voulez, du nucléaire, évidemment. Mais si je mets ces sujets de côté, je vois beaucoup plus de points d'accord qui permettent d'accélérer la transformation écologique de notre continent et le déploiement du Green Deal que de points de désaccord et de friction entre la France et l'Allemagne sur ces sujets. Ja, ganz herzlichen Dank. Merci beaucoup pour cet aperçu. C'était vraiment très intéressant et très précis en même temps. Merci beaucoup. Donc, vraiment des points abordés très concrets, surtout en vue des deux premiers points comme le commerce international et le pacte de stabilité que vous avez abordé. Ce sont vraiment des sujets très importants et on peut bien sûr entrer en détail dans les détails. Et merci beaucoup d'avoir commencé avec un aperçu positif, parce que quand même, c'est bien de démarrer un tel événement de manière positive. Donc, je souhaite
approfondir quelques points avec vous. Nous n'avons pas, pas beaucoup de temps, mais quand même, je crois, il y aura également des questions venant du plénum. Donc, si, mesdames et messieurs, si vous avez des commentaires à faire ou des questions, n'hésitez pas, utilisez le chat et en fait, on va en s'occuper. Donc, Pascal, je souhaite commencer avec une question. En fait, vous êtes très optimiste, très enthousiaste et vous avez également déjà abordé les points. Vous avez parlé du contrat de coalition, mais j'aimerais bien faire référence à un point que vous n'avez pas abordé, c'est la pandémie de la COVID. Donc, depuis longtemps, nous nous retrouvons dans une pandémie. Donc, il y a 3 leviers, 3 moteurs pour des processus de transformation de société. C'est la numérisation, bien sûr, c'est la crise climatique, bien sûr, et la mondialisation. Et avec la COVID, en fait, on n'était pas préparé pour cette pandémie. Et ma question est la suivante. Donc, comment gérer la pandémie de Corona? Et en fait, on a eu à peu près 2 ans à s'y adapter. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre, en fait, ou bien classifier ou évaluer cette pandémie au sein, en fait, de ces transformations? Est-ce que c'est un catalyseur ou est-ce que la crise représente, ou comme le chef de la IG Metall, qui a également fait une publication qui sera avec nous demain, qui a dit, en fait, la crise a accéléré la transformation ou les transformations, qui est quand même aggravé la situation sociale, donc la division au sein de la société, également dans le secteur énergétique. Il y a beaucoup de gens en France et en Allemagne qui souffrent dû à la crise énergétique. Et en fait, est-ce que vous croyez que cette crise a déséquilibré en fait l'équilibre de la société et comment est le rapport avec le Green Deal? Vaste question, vaste question. Je dirais que, premier élément de réponse, le Covid avait évidemment le potentiel de faire dérailler le Green Deal, le repousser à plus tard, le déprioriser. Ça n'a pas été le cas. Si on remonte au tout début de l'histoire, dès le printemps 2020, vous avez des voix qui s'expriment et qui disent bon, maintenant le Green Deal, c'était sympathique, mais on remet ça à plus tard parce que la priorité, c'est le Covid. Et on réussit à tenir bon. Et on a un plan de relance. Déjà, on a un plan de relance, ce qui n'avait pas été le cas les fois précédentes, lors de la crise financière de 2009. Mais non seulement on a un plan de relance historique, en plus, ce plan de relance, il est aligné avec le Green Deal et c'est un accélérateur du Green Deal. Avec 2 piliers clés, 37% des dépenses d'investissement doivent être liées aux solutions pour le climat, aux investissements pro-climat, et 0 € doit aller à des investissements, des technologies dites harmful, donc nuisibles à la transition écologique, basées sur le principe do not harm de la taxonomie. Bon, ça, je peux vous dire que finalement, le Covid a accéléré les investissements dans la transition écologique. Et je vais vous donner le chiffre français parce que je le connais, il est sorti hier. Je n'ai pas le chiffre allemand. Hier, un institut proche lié à la Caisse des dépôts et consignations, qui s'appelle I4C, a montré que dans une année Covid, l'investissement dans la transition écologique avait augmenté de 10%, là où il avait globalement baissé de 19%, je crois. Donc, on est vraiment sur une échelle qui n'a plus rien à voir. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a réussi à utiliser le plan de relance européen et les différents plans de relance nationaux pour l'accélération dans la transition écologique. Le deuxième élément de réponse, c'est que quand vous dites il y a la crise des prix de l'énergie, oui, mais la crise des prix de l'énergie, elle est liée à quoi? Elle est liée à une énergie fossile qui s'appelle le gaz. Donc, je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle à considérer qu'une crise des prix de l'énergie liée à une énergie fossile devrait conduire à arrêter le Green Deal, quand précisément le Green Deal a vocation à diminuer notre dépendance, puis ensuite à la supprimer quasi totalement aux énergies fossiles à échéance d'une génération.
Donc moi, au contraire, et c'est le consensus à Bruxelles là-dessus, c'est très très clair, c'est le consensus que cette crise des prix de l'énergie doit nous amener à accélérer encore plus notre moindre dépendance aux énergies fossiles. Et le troisième élément, et le dernier, c'est la question clé de la résilience. Ce que nous apprend cette crise Covid, c'est que, contrairement à ce qu'on imaginait, nous sommes fragiles. Nous sommes des sociétés, certes, ultra puissantes sur le plan technologique, comme jamais dans l'histoire, et en même temps extraordinairement fragiles et dépendantes les unes des autres. Et je crois donc que cette leçon, elle doit aussi être tirée sur le plan climatique et environnemental, parce que c'est exactement la même chose. Nous sommes extraordinairement puissants sur le plan technologique, on a un savoir-faire accumulé comme jamais dans l'histoire, et nous sommes en même temps en train de nous mettre dans une situation de vulnérabilité qui peut nous conduire à une crise civilisationnelle. Bien, il faut anticiper, tirer les leçons de cette crise Covid et de cette résilience et améliorer la résilience de nos sociétés, notamment face à la crise climatique. C'est, je crois, une des leçons quasi anthropologiques que l'on peut tirer de cette crise Covid. Mark Van Haus. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. Donc, il y a des questions dans le chat. Donc, Marie, peut-être toi, tu peux choisir 2 questions et poser les questions pour que Pascal puisse y répondre, et après, une dernière question. Très bien. Alors, je pose les questions qui ont été postées dans le chat. Monsieur Herman Logan demande si la transition énergétique et la transition numérique sont, dans quelle mesure elles sont articulées au niveau européen. Le tout numérique est très problématique au niveau environnemental. 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et 9% de croissance par an, selon ses dires. Et j'ai une deuxième question ensuite de Monsieur Mark Venhaus que je me permets de poser pour vous. Mark, eine entscheidende Frage. Donc, une question décisive. Donc, une question en ce qui concerne la mise en réalisme, de mettre en œuvre le Green Deal. Donc, c'est en fait en Allemagne et en France. Donc, il y a, en ce qui concerne le nucléaire, par exemple, donc comment peut-on trouver un équilibre? Parce que la France, elle est en faveur du nucléaire et l'Allemagne, elle est contre, elle veut sortir du nucléaire. Donc, comment faire? Merci, j'écoutais la traduction. Bien sûr. Alors, sur le numérique, la réponse n'est pas vraiment, c'est pas vraiment articulé. On a parfaitement conscience de l'enjeu de l'empreinte environnementale du numérique et on a toute une batterie de directives, comme pour d'autres secteurs qui ont vocation à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Ça va des chargeurs uniques pour éviter la multiplication des chargeurs, en passant par la réduction de l'empreinte écologique des batteries, qui sont un des sujets. L'ordinateur qui est devant moi a une batterie ou mon téléphone a une batterie. Donc, on a tout un travail, je dirais, sur la partie économie circulaire qui concerne le numérique, mais pas seulement le numérique. Puis ensuite, il y a ce que le numérique apporte à la transition écologique pour la gestion des réseaux intelligents, pour la capacité à déployer massivement les renouvelables tout en gérant le stockage de l'intermittence le plus finement possible grâce au numérique, etc., etc., etc. Et donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on doit avoir peur de la société numérique. Elle est là, elle nous permet des tas de choses que nous ne pourrions pas faire au service de la transition écologique, mais en même temps, très clairement, il y a une empreinte comme n'importe quelle autre industrie. Et il faut la traiter de ce point de vue-là comme n'importe quelle autre industrie, réduire ses émissions de CO2, à augmenter la circularité, augmenter le taux de recyclage, etc., de façon à ce qu'on gère au mieux les effets négatifs. Sur le nucléaire, c'est évidemment une question d'actualité, puisque nous sommes à quelques jours d'un accord potentiel sur la taxonomie. Il y a un désaccord culturel très clair entre la France et l'Allemagne sur ces sujets. Et moi, mon rôle dans cet écosystème, c'est d'essayer de trouver le meilleur compromis possible, celui qui à la fois fait plaisir à personne, mais celui qui ne franchit les lignes rouges de personne. Parce que ce n'est pas demain matin qu'on va réconcilier la France et l'Allemagne sur le nucléaire. Et donc, en l'occurrence, sur la taxonomie, puisque c'est le sujet qui cristallise sur le nucléaire, parce que sinon, l'Europe n'empêchera jamais un pays de faire du nucléaire et l'Europe ne forcera jamais un pays à faire du nucléaire.
Donc, les grandes options de choix du recours ou non au nucléaire restent 100% dans les mains des gouvernements nationaux et jamais l'Europe ne franchira cette ligne puisqu'il n'y a aucun accord politique pour aller dans cette direction, bien évidemment. Donc, le seul sujet dont on parle, c'est la question de la taxonomie, c'est-à-dire au fond, est-ce que le nucléaire est utile à la transition ou pas et à quelles conditions? Et c'est le miroir de l'autre question qui est est-ce que le gaz est utile ou pas à la transition et dans quelles conditions? Les Français, historiquement, disent le gaz non, le nucléaire oui. Les Allemands, historiquement, disent le nucléaire non, le gaz oui. Et donc, on a là, je pense, le terrain pour un compromis, mais qui ne peut pas être un compromis qui se fait au détriment de la crédibilité de la taxonomie. Et j'insiste là-dessus parce que vous avez des acteurs pro-nucléaires qui sont prêts à aller trop loin et vous avez des acteurs pro-gaz qui sont prêts à aller trop loin. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer de trouver le compromis tout en étant clairement dans la zéro prise de risque pour la crédibilité de la taxonomie. Alors, comment on fait ça et comment on peut trouver un accord politique entre la France et l'Allemagne dans les tout prochains jours sur ce sujet? Premier élément, sans rentrer trop dans le détail, mais premier élément, la question de l'obligation de disclosure. Il faut absolument que les investisseurs qui continuent d'utiliser la taxonomie demain puissent, si le gaz et le nucléaire y sont, puissent cocher la case de « je veux du nucléaire, je veux du gaz » ou « je ne veux ni du nucléaire ni du gaz » ou ni l'un ni l'autre. Ça fait 4 cases, ce n'est pas très compliqué. Et comme ça, vous utilisez la taxonomie, mais sur ces sujets-là, vous êtes à la carte. Pourquoi? Parce que des investisseurs veulent utiliser la taxonomie, mais ne pas investir dans le nucléaire. Et des investisseurs veulent utiliser la taxonomie, mais veulent être zéro fossile. Et il faut leur donner cette possibilité. Sinon, vous tuez la taxonomie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aucune de ces deux énergies ne peut être dans la catégorie verte de la taxonomie. Le gaz, pour des raisons évidentes d'émissions de CO2, le nucléaire, parce qu'il est certes décarboné, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut être considéré comme utile à la transition, mais il émet des déchets et il comporte des risques, qui fait qu'il ne peut pas être équivalent aux énergies renouvelables. Et donc de dire ces deux énergies sont sous conditions utiles à la transition et donc peuvent figurer avec le système de disclosure, de transparence, figurer dans la catégorie transition et non pas dans la catégorie verte de la taxonomie, mais dans la catégorie transition de la taxonomie, alors je pense que ça ouvre la voie à un compromis. Et en ce qui concerne le gaz en particulier, là c'est un sujet allemand, ce n'est pas un sujet français, c'est le gaz peut être dans la taxonomie de catégorie transition si et uniquement si il remplace le charbon. Et uniquement si il reste compatible avec la neutralité climat, ce qui doit être démontré par le pays concerné. Et donc, limité dans le temps. Et on a bien vu que ça fait partie des débats importants au sein du contrat de coalition. Ça remplace le charbon, il y a un gain de court terme, mais ensuite, il y a un lock-in effect qui fait que ça n'est plus compatible avec la neutralité climat. Il faut donc que ce soit borné dans le temps. Et puis, le dernier point qui est le respect du 2-1. Si on met tout ça sur la table, je pense qu'on a les éléments d'un compromis entre la France et l'Allemagne qui ne met pas en risque la crédibilité de la taxonomie. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup, Pascal. Et on n'a même pas parlé de l'initiative hydrogène franco-allemande qui représente également une solution. Donc, il y a également des initiatives communes sur la table qui peuvent nous rendre un peu plus enthousiastes. Donc, une toute dernière question que je souhaite vous poser, parce que nous sommes juste au milieu de 2 élections importantes. Donc, les élections fédérales sont achevées. Nous avons le triple ou le triple coalition ici en Allemagne et on attend en fait le gouvernement. Et en France, il y aura également des élections présidentielles qui auront lieu dans quelques mois. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a 2 ministères clés qui s'occupent du Green Deal et tous les aspects qui sont dans les mains des Verts, donc du Parti vert et également donc
En Allemagne, nous avons en fait deux ministères qui s'en occupent. Donc, nous avons le ministère de l'économie et le ministère de l'environnement. Et est-ce que vous croyez que en fait, les deux ministères peuvent créer cette transition et en fait de mettre ensemble les deux points de vue, donc le point de vue écologique et économique pour vraiment agir avec, disons, ensemble et quelles sont vos attentes envers l'Allemagne, cette nouvelle coalition, cette triple coalition et également regardant la France avec est-ce que vous croyez qu'il y aura un nouveau conflit franco-allemand dans l'avenir avec peut-être un nouveau gouvernement en France? Alors, je ne vais pas faire de la politique fiction. Je ne vais pas me prononcer sur ce qui se passera après les élections présidentielles. Compte tenu de mon engagement politique, la réponse serait assez simple de mon côté. Et je fais donc le pari, évidemment, de la continuité côté français. Mais vous avez commencé votre question en prononçant le mot hydrogène, disant on n'en a même pas parlé. Vous avez raison. Et on n'a pas parlé non plus, par exemple, de l'Alliance pour les batteries. C'est un accord franco-allemand qui a permis ensuite l'Alliance pour les batteries. Et c'est très intéressant parce qu'en l'espace de quelques années, grâce à cet accord politique suivi d'une stratégie d'investissement public et privé, nous sommes en train de devenir nous sommes sur la trajectoire pour devenir dans quelques années le premier producteur de batteries au monde. On n'était nulle part il y a 5 ans. Et ça prouve qu'en 5 ans, 10 ans maximum, on peut passer de pas grand-chose à leader mondial quand on associe le meilleur de ce qu'on sait faire en France et le meilleur de ce qu'on sait faire en Allemagne et qu'on est capable d'avoir une stratégie commune intégrée, ce qui n'empêche pas la concurrence entre nous une fois qu'on s'est mis d'accord sur le cadre général, mais qui tire l'ensemble de l'Europe vers le haut. J'ai le sentiment qu'on est à un moment où on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Et au fond, ce qu'on va créer ensemble, ce qu'on est en train d'aller chercher ensemble, c'est ce que nous, en France, on appelle l'Europe puissance. C'est-à-dire l'Europe qui n'est pas qu'un marché, qui est aussi un marché, mais qui met sa puissance économique, sa puissance technologique, sa puissance financière et sa puissance de marché, le deuxième marché au monde, au service d'une vision géopolitique du monde, au service d'une transformation de la mondialisation, au service de la transition écologique, etc. Et ça, j'ai le sentiment, historiquement, un point qui n'était pas complètement aligné entre la France et l'Allemagne, où la France mettait beaucoup plus l'accent sur la puissance et l'Allemagne sur le marché. Et au fond, on est en train de réconcilier les deux visions. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental parce que ça libère des énergies positives à la fois publiques et privées. Et ensuite, ça peut se déployer sur énormément de champs technologiques et politiques et énormément d'enjeux. Et pour conclure, je pense qu'au fond, ce qu'on peut écrire ensemble, c'est ce que moi j'appelle la mondialisation du progressisme. On a finalement eu un dernier cycle sur la mondialisation qui a été la mondialisation initiée par Reagan et Thatcher dans les années 80, qui s'est heurtée à la fin au mur de la crise financière. Ça a été la mondialisation qu'on appelle en France néolibérale. Depuis quelques années, on essaye d'écrire autre chose. Et l'accord qu'on a trouvé à l'OCDE sur les règles du jeu sur l'impôt mondial sur les multinationales, c'est un très très bon exemple de quelque chose qui était inimaginable il y a 10 ans et qui est une réalité aujourd'hui. Eh bien, je crois que la France et l'Allemagne, évidemment avec Joe Biden aux États-Unis, ont la possibilité d'écrire ensemble cette nouvelle mondialisation du progressisme. Et que l'alignement des planètes entre Biden aux États-Unis, Macron en France et cette coalition tripartite en Allemagne est un alignement inédit. J'ajoute Mario Draghi en Italie, est un alignement inédit qui nous permet d'envoyer un message d'espoir et un message qui contre tous les souverainismes et les nationalismes. Et ça bouclera avec votre question sur la présidentielle française. C'est très clair que nous continuerons évidemment à porter ce message positif d'espoir pro-européen pour un monde ouvert contre tous ceux qui veulent construire des murs. Et je crois que si vous suivez le débat français, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux et de plus en plus toxiques.
Herzlichen Dank, Pascal Canfin, für Merci die beaucoup, Pascal Canfin, pour ces mots de clôture. Et maintenant, nous sommes, disons, nous sommes assez positifs, assez enthousiastes et envers ou en ce qui concerne l'avenir. Et donc, les participantes ont déjà, en fait, peuvent enchaîner sur les points que vous venez d'aborder et discuter sur ces points que vous venez d'aborder. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à vous. Donc, nous sommes déjà en retard un petit peu, mais on continue directement, on se jette dans le feu de l'action et on continue avec le dialogue.